Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Il y a des invités comme ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amina Khalil qui vient nous présenter son ouvrage intitulé « Tout le monde peut être bon en maths ». Ça va en faire sans doute rêver plus d'un, notamment les parents. Amina, j'aimerais te poser donc la première question qui coule de source. D'où est venu ce déclic, cette envie d'écrire un ouvrage sur les mathématiques ? Alors en fait, ça s'est fait de manière assez naturelle, donc compte tenu de mon parcours. Alors voilà, il faut savoir que moi, à la base, je suis ce qu'on appelle une bonne élève. Donc j'ai eu un bac scientifique avec mention très bien. J'ai été en classe préparatoire, donc maths sup, maths spé. J'ai ensuite fait le magistère de physique fondamentale de l'université Paris-Saclay. Puis ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur, les arts et métiers. Ça fait quasiment 10 ans maintenant. Et quand j'ai fini mes études, honnêtement, je ne me reconnaissais pas forcément dans les métiers pour lesquels j'ai été formée. Et j'ai vécu, comme je l'explique dans mon livre, une sorte de crise de la quarantaine, mais en réalité avec 20 ans d'avance. Et je me suis dit, en réalité, il y a un problème. J'ai besoin, en fait, de faire un métier, de faire une activité qui a du sens. Et donc, assez naturellement, je suis revenue à mes premiers amours, qui est finalement l'école. L'école, la transmission, les maths, les sciences. Et donc, j'ai commencé à enseigner. Je me suis rendu compte que j'avais une pédagogie un peu particulière. Vraiment, je suis encore jusqu'à aujourd'hui des milliers d'élèves. Et l'objectif de ce livre, c'est vraiment un petit peu de remettre les choses à plat et de crier haut et fort, autant que possible, qu'effectivement, tout le monde peut être bon en maths. Alors justement, cette phrase n'est pas juste une phrase en l'air, ce n'est pas un titre comme ça en l'air, il y a une vraie méthode, il y a un dispositif. Justement, sur quel dispositif est-ce que tu t'appuies pour justement rendre tout le monde bon en maths ? Alors le premier point, c'est vraiment l'humain. C'est-à-dire qu'on l'oublie souvent, mais le premier point en fait dans tous les apprentissages, c'est de remettre en fait au cœur l'humain. Et donc on est vraiment sur une pédagogie où on va beaucoup parler à l'oral. On est sur une pédagogie où on va écrire. Par exemple, dans mes livres, mes fiches de maths, qui sont des livres qu'on retrouve pour tous les niveaux, de la 6e à la terminale, j'ai vraiment pris le soin de tout écrire à la main. L'objectif, c'était vraiment de montrer que derrière les mathématiques, qui sont souvent considérées comme une langue morte, alors que c'est vraiment en fait une discipline qui est très vivante, de montrer que finalement il y a de l'humain derrière. Alors il y a une méthode défi alpha. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que défi alpha ? Alors Défi Alpha, aujourd'hui, c'est une entreprise dans laquelle on a d'abord notre école. On a vraiment une école physique qui est située à Aulnay-sous-Bois. J'appelle ça une école, mais on reste sur des créneaux extrascolaires, donc les mercredis, les samedis, les dimanches. Mais j'appelle ça école parce que l'idée, c'est qu'on ne nous mette pas dans la catégorie soutien scolaire, aide aux devoirs. C'est-à-dire qu'on reprend vraiment le programme de l'éducation nationale avec des élèves par petits groupes, mais on va reprendre le programme vraiment un peu complètement même, avec notre pédagogie. Donc, on a nos propres supports de cours, etc. Et ensuite, Défi Alpha, c'est aussi des outils grand public, parce que l'idée, c'était de se dire, je veux que la méthode soit accessible à tout le monde. Et accessible à tout le monde, ça veut dire accessible géographiquement à tout le monde, accessible financièrement à tout le monde. Et donc, pour ça, on a développé des outils grand public, parmi lesquels on retrouve les livres, mes fiches de maths, mais aussi une plateforme en ligne. Et les livres, je le rappelle, je l'indique, sont écrits à la main. Alors, dans une interview, j'ai pu constater, tu fais un constat, c'est celui de la sélection par les mathématiques. Et donc, le constat est simple, c'est que si la personne décroche en mathématiques, elle a de fortes chances aussi de décrocher sur tout le cursus scolaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu maintiens, que tu constates encore aujourd'hui ? Alors, pas forcément échouer sur tout le cursus scolaire. Mais ce que je maintiens, c'est l'idée, en fait, et ça, je sais que ça dérange beaucoup, c'est qu'effectivement, la sélection, elle, continue de se faire par les mathématiques. Aujourd'hui, il y a le nouveau bac qui consiste à dire aux élèves, choisissez vos spécialités en fonction de vos affinités. Donc, honnêtement, on se retrouve parfois avec des compositions qui sont assez délirantes. Pourquoi ? Parce que le système post-bac, lui, n'a pas changé. Donc, ça veut dire que quand on reçoit, en fait, des dossiers scolaires, on va continuer de regarder, en fait, un certain nombre de compositions de spécialités et voir si ça peut matcher, en fait, avec le supérieur. Quand on regarde les filières générales, c'est-à-dire que même quand, par exemple, on va regarder quelqu'un qui va faire du journalisme, on pourrait se dire du journalisme, c'est quelque chose de complètement littéraire, ok ? Eh bien, on se rend compte qu'on va quand même privilégier parfois des élèves qui auront pris une spécialité mathématique. Et ça, en fait, c'est quelque chose, moi, ça m'embête beaucoup parce que j'ai le sentiment qu'on est là, en fait, à pousser les élèves, effectivement, à choisir leur spécialité en fonction de leur affinité, mais quand les parents connaissent vraiment le système, croyez-moi, les matières scientifiques, eux, ils ne les délaissent pas. Alors, il y a un autre constat aussi, c'est que beaucoup d'élèves comprennent leurs cours de mathématiques, mais n'arrivent pas à faire des exercices à la maison tout seuls.
Absolument. Donc ça, c'est vraiment, en fait, c'est un peu le point avec lequel j'ai construit ma pédagogie. J'avais beaucoup d'élèves qui arrivaient, en fait, il y avait deux phrases que j'entendais tout le temps. Mes élèves arrivent et ils me disent « Amina, j'ai rien compris ». Donc ça, c'est le pire. Et là, je leur dis « Mais c'est pas possible, tu ne peux pas ne rien avoir compris. Non, mais j'ai fait ce chapitre-là, c'est flou. » Et puis là, on commence à apprendre petit à petit. Est-ce que ça, t'as compris? Oui, ça, je l'ai compris. Mais donc, tu vois, t'as pas rien compris, etc. Donc souvent, c'est un peu le flou quand on raisonne en chapitre et on se dit « On n'a rien compris ». Le deuxième point, effectivement, c'est avoir des élèves qui vont travailler leurs cours, qui vont être studieux, qui vont connaître leurs formules, etc. et qui sont incapables du coup de passer à la pratique. Et là aussi, on se dit c'est un problème parce qu'effectivement, en maths, c'est super important de comprendre et d'apprendre son cours, hein, c'est déjà très bien. Mais en même temps, si derrière, on n'est pas capable en fait de s'amuser avec, de résoudre des équations, là, c'est problématique. Et c'est vrai qu'on a construit, nous, toute notre pédagogie autour de ces deux choses. Se dire que les élèves doivent comprendre, ils ne peuvent pas sortir de là en se disant j'ai rien compris, et surtout ils doivent être en mesure de savoir faire, de pouvoir réfléchir, de pouvoir jouer en tout cas avec les outils mathématiques. Oui, c'est la clé en fait, la compréhension, c'est la clé. Alors d'où vient cet a priori de la difficulté des mathématiques? Eh bien, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez... J'ai presque envie de dire, je pense que c'est social. Hein, parce que c'est en France, par exemple, on appuie beaucoup le fait que les mathématiques, c'est difficile. Mais par exemple, quand on va dans certains pays, hein, donc moi je suis d'origine algérienne, en Algérie, il n'y a finalement pas de question sur le fait que les maths soient compliquées. Donc il y a un moment donné, et je pense que le cerveau en fait, d'un Algérien et le cerveau d'un Français, je pense qu'il est constitué de la même manière. Mais voilà, donc je pense qu'à un moment donné, quand dans la société, eh bien, on a véhiculé l'idée qu'une matière, qu'une discipline, et là en l'occurrence c'est les mathématiques, c'est difficile, forcément ça se transmet finalement des enfants, des parents, parfois même dans la transmission en tant que prof, c'est-à-dire que quand on est dans cette posture de prof, d'un système où on appuie que les mathématiques c'est difficile, je pense que parfois sans s'en rendre compte, on va aussi véhiculer ce message-là. Alors je vais en profiter pour rappeler le site de Défi Alpha, c'est www.defialpha.fr, d'ailleurs il s'affiche en bas de l'image. Sur ton site que j'ai été visiter, normal, hein, on prépare nos émissions ici. Alors sur le site, il y a une phrase qui a retenu mon attention, c'est « Quand les maths ferment les portes, nous les ouvrons ». Ça c'est beau, ça donne espoir. L'objectif, en fait, je pense que le mot espoir, c'est un mot qui pour moi est important. C'est-à-dire que je me rends compte dans mon activité, ce qu'on sait finalement faire de mieux, c'est redonner un peu d'espoir. Et en fait, on est quand même aujourd'hui dans un monde, dans une société où c'est un peu difficile, je pense, pour plein de raisons. Hein. Je veux dire, entre l'actualité, etc., c'est difficile. Et effectivement, c'est-à-dire que si derrière, on se retrouve avec des parents, avec des élèves qui finalement n'ont pas d'espoir ou ont peu d'espoir, eh bien oui, on se retrouve avec des difficultés. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu du contenu de cet ouvrage? Est-ce qu'il y a des passages réservés aux parents? Est-ce que c'est des passages qui sont destinés au grand public? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Alors, c'est vraiment un livre très, très grand public. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des profs qui ont lu ce bouquin en se disant « je vais m'intéresser à la pédagogie qu'il y a derrière ». J'ai eu aussi des parents qui ont lu ce bouquin et qui m'ont dit « il faut absolument que mon enfant le lise également ». L'idée, c'était vraiment en fait de dédramatiser en fait tout ce qui se passe autour des mathématiques et de se dire qu'il y a un moment donné, ok, tu es peut-être en quatrième, tu n'es pas super à l'aise en maths, mais finalement ça ne te définit pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu te retrouves en difficulté, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne comprends pas qu'on va te ranger dans la catégorie, dans la case du t'es nul en maths. Et ça, malheureusement, on est dans un système, encore une fois, qui aime bien mettre les enfants dans les cases, mais très très tôt, quoi. Parfois, CE1, on se retrouve à mettre des enfants dans des cases en se disant bon, lui il va réussir, lui il va pas réussir, lui il est littéraire, lui il est scientifique, etc. Donc l'idée c'est vraiment de dédramatiser et de dire que finalement il n'est jamais trop tard. Et donc toi tu es d'accord qu'il faut lutter justement contre ce système de mettre les gens dans des cases parce que il peut y avoir à un moment donné un déclic. Moi, ça m'insupporte. Mais alors vraiment, ça m'insupporte. Hein. Pour petite expérience, c'était la semaine dernière, hein, donc remise des bulletins. Ma fille en quatrième, hein, et j'ai le prof d'espagnol qui me dit, voilà, bon, votre fille, là, en physique, ça va pas du tout. Ce qui est factuel, hein, ça allait pas du tout en physique. Et il me dit, mais en même temps, c'est l'âge où les profils littéraires et scientifiques commencent à se dessiner. Et là, je me dis, mais non, c'est pas possible. C'est-à-dire que
On parle de quelqu'un aujourd'hui qui n'est qu'en quatrième. En quatrième, on ne sait pas c'est quoi des maths. On ne sait pas encore c'est quoi de la physique. C'est-à-dire qu'on est encore là juste finalement à découvrir. C'est un peu, on apprend à compter. C'est vrai, apprendre à compter, bon, au début c'est drôle, mais rapidement on se lasse. C'est pareil, c'est-à-dire qu'en mathématiques, parfois il y a des apprentissages fondamentaux qui ne sont pas très drôles. Mais ces apprentissages-là, il faut justement les acquérir pour pouvoir faire des choses qui vont plus tard nous passionner. Et donc moi, je lutte contre ça parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, c'est qu'en rangeant des enfants dans des cases, du coup, eux-mêmes vont se mettre dans cette case-là, ils vont se dire, non, en fait, les maths, c'est pas pour moi, ou l'histoire géo, c'est pas pour moi, etc. Et ils se ferment des portes avant même finalement d'avoir essayé, d'avoir eu la chance de rencontrer la discipline. Alors il y a aussi peut-être le pédagogue qui sera en face de ces enfants, l'instituteur, le professeur, etc. Parce que quand on est parent, on se rend bien compte qu'en essayant d'expliquer un cours de maths ou des équations à nos enfants, on s'aperçoit qu'on n'a pas la pédagogie. Et ça, Défi Alpha l'apporte. Alors ça, il y a une étude qui est très marrante, qui est sortie, où en fait on explique que normalement, quand des parents suivent leurs enfants, on se rend compte que leur niveau scolaire augmente. A priori, ça paraît cohérent. Donc quand un parent va suivre son enfant en géographie, en orthographe, en conjugaison, etc., le niveau augmente. Et ça ne se vérifie pas pour les mathématiques. On se rend compte qu'en fait, quand un parent suit son enfant en maths, ça fait l'effet inverse. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Et l'idée, c'est, en fait, l'article justement explique, c'est parce que souvent, le parent lui-même va avoir une pression vis-à-vis des mathématiques. Des fois, il va avoir lui-même des blessures, etc. Et donc, au moment où il va essayer d'aider son enfant, il va lui transmettre ce blocage-là. Donc du coup, c'est pour ça que moi souvent je dis aux parents, si vous avez des problèmes vous-même, pas réglés avec les mathématiques, des fois ne rentrez pas dans ce jeu-là, ok ? Nous ou d'autres personnes, on est là pour effectivement apporter et de l'apprentissage, mais aussi apporter ce qui va aller autour, c'est-à-dire tout le cadre qui va être plus rassurant, tout le cadre qui va être bienveillant et qui va en fait finalement transmettre ce message, mais qui est pour moi le plus fort, de dire que le gamin il peut réussir. Ouais. Mais cela dit, il faut ne pas laisser non plus son travail en fin d'année. Il faut travailler de manière constante et assidue. C'est évident. La vérité, c'est que souvent on me dit c'est quoi les clés pour réussir en maths. Il n'y en a pas 36 000. Il faut du travail. Il faut vraiment du travail. Moi, c'est un petit peu quelque chose que je déplore aujourd'hui, c'est que je pense que, et c'est pas que les élèves, parce qu'on aime bien reprocher aux élèves, mais je pense que c'est un problème de société très général. Et on n'a plus finalement cette notion, en fait, ce rapport à l'effort qui, je trouve, a vraiment changé. Alors, il y a un ennemi commun aux enfants en mathématiques et aux parents, c'est les jeux vidéo qui détruisent les neurones, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que c'est antagoniste? Alors, pas du tout. C'est-à-dire, en fait, ça dépend du type de jeu vidéo. C'est-à-dire que, pareil, je lisais en fait un article qui expliquait que, par exemple, des jeux vidéo comme Minecraft, c'est vraiment très bien, à faible dose. C'est-à-dire que si l'enfant joue en moyenne une trentaine de minutes par jour, pas plus, justement, ça peut le stimuler. Pourquoi ? Parce que dans Minecraft, il est justement dans une dynamique où il est là à réfléchir comment je vais construire ça, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui parfois se perd. Donc ça veut dire que souvent, on met les jeux vidéo en disant c'est pas bien, etc. Mais par exemple, apparemment, on préconise de jouer 30 minutes sur Minecraft plutôt que regarder 30 minutes de vidéo en étant complètement passif. Donc en fait, la question, c'est toujours de trouver le juste équilibre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux enfants, finalement, si leur plaisir, c'est de jouer aux jeux vidéo, on ne peut pas finalement leur enlever ce plaisir-là. Mais en fait, que ce soit dans la vie, c'est juste trouver un juste équilibre entre tout ça. Bon, Amina, merci. Maintenant, j'entends déjà mon fils me dire « Papa, tu vois, je te l'avais dit !» Bon, c'est vrai que la privation n'est pas non plus la solution. J'allais enchaîner avec un homme qui a marqué l'histoire des mathématiques contemporaines. C'est l'histoire de Grigori Perelman. T'as entendu parler de lui? Non. Alors, Grigori Perelman, c'est ce mathématicien hors norme qui est russe, qui vit, il est contemporain, et qui a réussi à résoudre la conjecture de Poincaré. Ok. Ouais, donc il a été récompensé d'une bourse d'1 million d'euros, de dollars. Il les a refusés. Ouais. C'est bien un mathématicien. Alors, je pense qu'il ne faut pas forcément se dire que le mathématicien, ce n'est pas forcément quelqu'un qui ne veut pas gagner d'argent. Mais c'est vrai qu'en général, quand on fait des mathématiques, on le fait par passion. Pas seulement par passion de trouver le résultat, mais parfois même par passion de transmettre.
Et en fait, c'est ça qui est beau dans le monde des mathématiques, hein, c'est qu'en général, on est vraiment dans un milieu où les gens sont dans la transmission. Après, 1 million d'euros, voilà, faut lui demander pourquoi il les a refusés. Ça se, ça se refuse pas. C'est ça. Alors, dans une interview, tu disais que les femmes s'auto-censuraient dans leur parcours. C'est aussi valable aussi dans l'enseignement, les mathématiques Alors oui, hein, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde d'abord juste les chiffres, hein, c'est-à-dire qu'en moyenne, après le bac, on se retrouve avec 28% de filles qui choisissent des filières scientifiques. Avec le nouveau bac, hein, ça a presque empiré. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était un bac scientifique où de toute façon, on faisait SVT, Mhm. physique et mathématiques. Mhm. Donc on se retrouvait voilà, avec beaucoup de filles qui faisaient des filières scientifiques. Et donc après le bac, hop, ça chutait. Là maintenant, avec ce système de spécialité, on se rend compte que les filles choisissent, quand elles ont le choix, justement, elles dénigrent les mathématiques beaucoup plus tôt dans leur cursus. Et la question en fait que moi je me pose, hein, c'est si on se dit elles renoncent aux maths parce que structurellement les filles n'aiment pas les maths, Mhm. pourquoi pas? Mhm. D'accord? Et d'ailleurs, il y a maintenant des personnes qui soutiennent qu'il faut vraiment laisser, de vraiment laisser les filles, elles veulent pas faire des maths, ne les forçons pas. Ça fait partie en fait De leur nature. de leur nature Ah ouais. profonde. Bon, Bon, le problème c'est que la vérité c'est que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben quand oui. effectivement on est dans un monde où de toute façon on retrouve très peu de femmes scientifiques dans notre environnement, hein, c'est-à-dire que on est juste à 28% de femmes dans le système scolaire en post-bac. Donc forcément dans notre environnement on les voit très peu. Mhm. Donc il y a un moment donné, oui, on se dit peut-être que les femmes s'autocensurent dans le sens où elles se disent inconsciemment que finalement les maths c'est peut-être pas fait pour elles. Dommage, dommage. Ouais. Dommage de s'auto-censurer. Alors, je suis parent et j'aimerais inscrire mes enfants sur Défi Alpha, par exemple. À partir de quel âge, à partir de quel niveau on peut faire partie de Défi Alpha? Alors, sur la structure au centre en CM1, sur la plateforme, bientôt en CM1, c'est-à-dire que là, je suis en train de terminer le niveau CM1, CM2, donc il va bientôt être sur le site internet. Mhm. Et les livres commencent à partir de la sixième. Je ne sais pas encore si je vais faire des livres de CM1, CM2. Pourquoi? Parce qu'en fait, expliquer à l'écrit comment faire, par exemple, une addition, c'est délicat. Alors que expliquer comment faire une addition à partir d'une vidéo, hein, c'est quand même plus sympa. Alors, j'ai entendu dire que maîtriser les mathématiques, c'est aussi s'élever socialement, professionnellement et mentalement. C'est vrai ça ou... Alors moi, je le crois profondément, hein, déjà. Donc s'élever socialement, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, hein, les meilleurs métiers, donc ceux qui en général payent aussi bien, sont des métiers dans lesquels les maths et les sciences ont une prédominance. C'est-à-dire que souvent, même quand on parle dans le monde informatique, tout le monde me dit oui, mais on peut maintenant faire de l'informatique en faisant du no-code, etc., en ne maîtrisant pas spécialement les mathématiques. Mhm. Oui, c'est vrai, mais du coup, si tu veux être finalement en haut de la chaîne alimentaire professionnelle, la vérité, c'est que tu auras un meilleur poste si tu maîtrises les maths et les sciences. Socialement, c'est pareil, c'est-à-dire en fait, ce qu'apprend finalement les mathématiques, c'est cette capacité à raisonner, c'est cette capacité à mener vraiment une démonstration. Ça, on ne se rend pas compte, mais pour moi, le fond hein, des mathématiques, c'est de pouvoir mener une démonstration. Et cette démonstration-là, pour moi, oui, elle te permet effectivement de pouvoir t'élever socialement. Donc oui, faites des maths. Comment, alors pour un parent qui se pose des questions sur son enfant ou ses enfants, comment se rendre compte que son enfant a la fibre mathématique ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te l'indique ou c'est une idée reçue? Alors moi, je pense que a priori, tous les enfants ont la fibre mathématique, vraiment. D'accord. Et en fait, l'idée, hein, c'est que même si on a son enfant très jeune, où on a l'impression qu'il galère un petit peu avec les chiffres, qu'il galère un petit peu à dessiner, à tracer son triangle, rectangle, etc., c'est d'abord nous, en tant que parents, de se convaincre que finalement, il n'est pas en difficulté. D'accord. C'est-à-dire, ce qui est terrible, c'est quand nous, on a l'impression que notre enfant, il est en difficulté et que d'une certaine manière, eh bien, on va lui transmettre ça. Et nos enfants sont des éponges, c'est-à-dire que moi, je vois plein de parents venir me dire bon, il est en galère, mais vous inquiétez pas, ça je lui dis pas. J'ai dit, madame, à partir du moment où vous pensez que votre enfant il est en galère, Mhm. même si vous le dites pas, il va le Il va le sentir. ressentir, ouais. Et franchement, je pense qu'il n'y a rien de plus terrible que d'avoir le sentiment que son parent, son père, sa mère nous sentent pas très fort. D'accord. Donc toi, tu es aussi partisane du fait qu'il faut, euh, comment dire, valoriser son enfant en lui disant t'es bon, t'es le meilleur, tu progresses.
ce matin, enfin tous les matins, quand mon fils sort de la maison, hein, je lui demande de répéter qu'il est le meilleur. Ouais. Donc oui, ça veut dire qu'en fait, il y a un moment donné, c'est aussi comment nous, on se conditionne. Mhm. Et je pense que les gens qui finissent par devenir meilleurs, c'est parce qu'avant tout, ils sont convaincus d'être les meilleurs. C'est Et vrai. pour nous, en tant que parents, je pense que c'est le meilleur outil, enfin, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire en les voyant comme étant les meilleurs, malgré leurs difficultés, malgré leurs différences, et de réussir à les convaincre qu'effectivement, ce sont les meilleurs. Alors pour un parent aussi qui se poserait la question, la relation entre le jeu d'échecs et mathématiques, est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que l'un favorise l'autre ou pas? Alors en fait, c'est toujours la même chose, hein. C'est que vous savez, moi en tout cas, j'ai le sentiment profond que quand on maîtrise d'une certaine manière, hein, les mathématiques et le raisonnement, eh bien, on va se retrouver avec des corrélations qui vont avoir lieu peut-être avec le jeu d'échecs, mais pas que. C'est-à-dire Mhm. qu'encore une fois, la puissance des maths, c'est cette capacité à raisonner, c'est cette capacité à réfléchir, c'est la capacité finalement à trouver des issues, que ce soit pour un jeu d'échecs ou pour que ce soit voilà, dans une situation parfois familiale, dans une situation professionnelle. Hmm. Alors, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux, ça a l'air de t'amuser tout en communiquant. J'aime bien effectivement être sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'idée, c'est de passer des messages toujours humains. C'est-à-dire que très souvent sur mes réseaux sociaux, alors il n'y a jamais de filtre. Des fois, je suis pas maquillée du tout. L'idée, voilà, c'est vraiment de transmettre un maximum de messages, parfois en me positionnant en tant que maman, parce que voilà, ça veut dire que là, je me positionne en disant tout le monde peut être bon en maths. On a l'impression, voilà, la fille, elle est là, elle est. Mais moi aussi, j'ai mes inquiétudes en tant que maman. Moi Mhm. aussi, je vois que le système parfois est inquiétant pour nos enfants, etc. Donc voilà, des fois, je transmets comme ça en disant je suis après tout aussi qu'une maman qui est super inquiète. Et puis des fois, ben, je me mets dans ma position où je suis là à dire que voilà, tous nos enfants ont les capacités de réussir, qu'il y a un moment donné, il faut vraiment, nous, qu'on croit en eux et de les pousser à être les meilleurs possibles. Et enfin, pour terminer cette émission, est-ce qu'il y a des événements que tu organises? J'ai le souvenir d'un événement que tu avais organisé à Aulnay-sous-Bois. Oui, on organise des événements, donc on fait un défi alpha. Alors le défi alpha, c'est vraiment un événement de démocratisation des mathématiques où l'idée c'est de réunir les parents, les enfants, les grands-parents autour des mathématiques, hein. Donc c'est un sort de Kahoot, hein, c'est un jeu quiz géant. L'objectif ce sera de continuer à multiplier ces défis alpha un peu partout, d'abord en Île-de-France et peut-être un jour nationalement. Bon, allez, je te laisse le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose pour la fin. Alors si j'ai un message à transmettre, encore une fois, c'est en tant que parent, c'est vraiment de croire en vos enfants. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression qu'ils sont différents, si vous avez l'impression qu'ils sont en difficulté, encore une fois, hein, j'insiste sur le fait que le regard que vous allez vous porter sur eux peut complètement changer leur trajectoire. Merci beaucoup, Amina. Merci beaucoup.